Salut à tous et bienvenue sur Mastering AI, la chaîne qui vous aide à progresser très rapidement en Python, mais aussi à comprendre le fonctionnement derrière les algorithmes d'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, on plonge dans l'apprentissage d'une bibliothèque phare lorsqu'on parle de la manipulation des données. Il s'agit de Panda. Panda, en fait, c'est une bibliothèque que vous allez toujours utiliser lorsque vous souhaitez transformer vos données. C'est une bibliothèque incontournable lorsqu'on parle de machine learning. Parce qu'avant de passer vos données en fait à un modèle d'intelligence artificielle, vous aurez souvent besoin de traiter ces données-là, de faire même quelques analyses statistiques sur ces données-là. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous apprendre l'essentiel de Panda. Toutes les fonctions ou des astuces que vous devez savoir pour pouvoir manipuler un dataset. Ça veut dire un jeu de données qui va vous permettre par la suite d'entraîner votre modèle. Restez jusqu'à la fin et cette vidéo sera vraiment très instructive. Tout comme NumPy que nous avons vu dans la précédente vidéo, Panda est un package Python. Donc avant de pouvoir l'utiliser, nous devons l'installer. Et pour cela, nous allons utiliser le gestionnaire de paquets Python pip. Voyons comment mettre tout cela en place. Déjà, nous allons commencer à créer notre répertoire de travail. Ensuite, on va installer ensemble Panda. Du coup, là, je vais ouvrir un terminal. Je vais me déplacer dans le dossier dans lequel je souhaite créer mon projet. Du coup, ça sera Mastering AI Code. Là, je vais créer un nouveau dossier de travail. Je vais l'appeler tuto-panda. Du coup, je vais me déplacer dans ce dossier-là, Tuto Panda, et je vais ouvrir Visual Studio Code. Alors, là, je vais créer un fichier main.py et c'est ici que je vais taper mon code. Pour installer Panda, c'est très simple. Comme dans la vidéo précédente, on utilise le gestionnaire de paquets pip qui permet d'installer des librairies ou bien des packages Python. Du coup, là, je tape juste la commande pip install et là, c'est Panda. Je tape entrée. Là, vous voyez que ça me télécharge en fait une Panda, la version de Panda la plus récente, et ça l'installe directement sur ma machine. J'efface ça. Je vais fermer mon terminal. Pour utiliser Panda, il faut l'importer. Pour l'importer, c'est très simple. On fait juste import Panda. Et tout comme on l'a fait avec NumPy, on va en fait renommer ça à PD. Import Panda as PD. Comme ça, plus tard, lorsqu'on va vouloir accéder aux différentes fonctions de Panda, on va juste faire PD point pour accéder à ces fonctions-là. Nous venons ensemble d'installer Panda et nous avons vu comment nous pouvons l'importer pour pouvoir l'utiliser. À présent, parlons des deux types essentiels en Panda. Il s'agit de data frame et aussi des séries. Une série est un tableau unidimensionnel avec un index très explicite. Lorsque je parle d'index ici, considérez cela comme l'index par exemple d'une liste qui permet de représenter de façon unique l'élément dans la série. Et c'est l'équivalent d'une colonne dans un data frame. Le data frame est une structure de données bidimensionnelle qui est semblable en fait à un tableau Excel avec des lignes et des colonnes. Tout fichier tabulaire que vous allez importer, que ce soit des CSV ou bien des fichiers Excel, seront représentés sous forme de data frame Panda pour faciliter la manipulation. Voyons comment créer tout cela. Pour créer une série avec Panda, on utilise la fonction series. Là, on va créer une série qu'on va appeler A. Ça sera égal à pd.series comme ceci là. Et la fonction series prend deux paramètres. Le premier paramètre, en fait, c'est un tableau ou bien une liste Python. Et là, on va entrer en fait les données qu'on souhaite sauvegarder. Du coup, là, je vais mettre des chiffres, des nombres. Du coup, là, je vais mettre 45 et peut-être 88. Le deuxième paramètre, c'est ce qu'on appelle des index. Du coup, là, je vais mettre en fait pour chaque nombre que j'ai entré là, je vais entrer l'index correspondant. Par exemple, 10 là, je vais par exemple dire que c'est A. Le 45, je vais mettre la B. Vous voyez qu'à chaque fois, il doit avoir une correspondance. Et 88, je vais mettre C. J'enregistre. Là, si j'essaie d'afficher le contenu de ma variable A, je vais exécuter mon fichier Python.
Vous voyez là que ça a bien affiché en fait ma série. A c'est 10, B c'est 45 et C c'est 88. Le moyen le plus simple de créer un data frame, c'est en utilisant en fait un dictionnaire. Donc là, on va essayer de créer ensemble un data frame. Je vais appeler ce data frame df, qui sera égal à pd. On utilise data frame comme ici là. Et là, la fonction prend en paramètre un dictionnaire. Donc, j'ouvre directement les alcoolades là. Ici, je vais renseigner un clé. Ici, je vais mettre mes données qui seront sous forme clé valeur, comme les dictionnaires qu'on a vu en fait précédemment. Du coup, j'ai deux options. Soit je crée une variable que je vais appeler data et ensuite je passe directement cette variable là ici, ou bien directement j'écris le dictionnaire. Pour faire plus propre, là, je vais mettre data comme ceci, sachant que data c'est un dictionnaire que je vais définir plus haut, comme ceci. Du coup, là, je vais mettre les données sous forme de clé valeur. Je vais sauvegarder en fait premièrement, disons le nom. Et la valeur sera en fait premier argument, je vais mettre Jordan. Deuxième argument, je vais mettre Stephen. Virgule. Deuxième clé, je vais mettre par exemple l'âge peut-être. Et là, je vais mettre peut-être 40 ans. Et là, je vais mettre 45. Vous voyez que là, c'est déjà un dictionnaire qui sera contenu dans data. Et ce dictionnaire sera passé dans data frame. Si j'essaye d'afficher, par exemple, mon data frame là actuel, print df, et j'exécute mon code, vous voyez que là, j'ai un data frame qui a deux colonnes, nom, âge, et chaque ligne en fait de mon data frame représente la nouvelle valeur que j'ai en fait enregistrée. Donc là, il y a Jordan 40, ensuite il y a Stephen 45, et ainsi de suite. Je peux rajouter en fait plusieurs données. Il faut comprendre que chaque colonne ici correspond à ce qu'on appelle justement une série. Chaque colonne, c'est une série. Ici, là, c'est une série avec pour index 0, et ici, en fait, pour index 1. Ici, on a vraiment spécifié les index lorsqu'on a créé la série manuellement. Donc là, c'est comme ça qu'on crée en fait un data frame. Tout comme NumPy avec l'indexing et le slicing, Panda permet en fait de sélectionner des valeurs ou bien une plage de valeurs dans un data frame au travers des fonctions lock et iLock. Lock est une fonction qui va permettre de sélectionner des éléments dans un data frame à partir de son étiquette. Ça peut être de l'index ou bien même du nom de la colonne. Alors qu'en utilisant iLock, on va pouvoir accéder aux éléments du data frame en utilisant leurs index numériques et donc leur position dans le data frame. Voyons comment utiliser ces fonctions-là. Afin de tester les différentes fonctions lock et iLock, rajoutons en fait quelques données dans notre data frame. Du coup là, je vais mettre par exemple Gab. Et là, je vais mettre Stella. Là, je vais mettre quoi? Justine. Et là, je vais rajouter en fait les âges pour chacun. 77, 12 et 55. Du coup, là, j'ai bien plus de valeurs dans mon data frame. Là, je vais alors utiliser premièrement la fonction lock qui permet d'accéder en fait aux éléments du data frame à partir de l'indice. Du coup, imaginez par exemple que là, je fais un value et je vais dans mon data frame qui est appelé df là, point lock, comme ceci. Et là, je spécifie par exemple 2, comme ça. Du coup, si j'affiche la valeur de value là, donc je fais un print de value, vous voyez que là, ça m'affiche en fait nom, Gabin et âge 77, qui correspond en fait à la deuxième ligne de mon data frame. Sachant qu'on commence à 0, on a bien 0, 1, 2. Donc ça me renvoie en fait la ligne en fonction de mon index. Bon, peut-être je vais retirer value aussi pour que vous puissiez mieux voir. Là, j'affiche directement la valeur. Et là, imaginez que j'affiche par exemple 0. Ça veut dire la première ligne qui est dans mon data frame. Vous voyez que là, ça m'affiche justement Jordan, âge 40 ans.
et qui est la première en fait ligne. Du coup, le log permet vraiment d'accéder en fait à l'élément d'un data frame dans un data frame à partir de son index. Et vous voyez que là, en fait, ça me retourne nom et âge. Je peux décider ici que je veux juste l'âge en passant justement un deuxième paramètre comme ceci. Là, je mets là comme ceci que je veux juste l'âge. Et si j'exécute ça, vous voyez que là, ça me renvoie uniquement l'âge. Bon, là, je peux aller... je vais afficher un truc là pour que vous puissiez mieux faire la différence. La série A, je vais la retirer. Je réexécute mon code. Et là, vous voyez que ça m'affiche juste l'âge. Donc ici, en fait, un deuxième paramètre de log là, c'est une liste dans laquelle vous pouvez spécifier les valeurs que vous souhaitez afficher. Là, par exemple, il peut décider d'afficher uniquement les noms. Et ici, j'exécute. Vous voyez que j'ai uniquement nom Jordan. Par contre, avec la fonction ilog, on peut accéder en fait à une plage de valeurs. Imaginez là, je vais mettre un autre print pour séparer. Là, je vais mettre ilog. Et je vais rajouter en fait une troisième colonne dans mon data frame que je vais mettre sexe. Là, je vais mettre M. Et je vais mettre et là je vais mettre M également. Du coup F. F là. M. F. N'oublie pas la virgule là. Et là j'ai bien 5 éléments et là non, là j'ai mis en trop, du coup je vais effacer ça. Du coup là c'est bon. Si j'exécute le code là, j'ai bien une troisième colonne en fait qui est le sexe. Là on va essayer d'utiliser la fonction en fait ilog. Là je vais appeler ça value 2 df.ilog comme ceci. Ici, on peut spécifier en fait, tout comme on a vu avec NumPy la dernière fois, on peut spécifier une plage de valeurs en fait sur lesquelles on veut accéder, une plage de valeurs qu'on veut retourner. Par exemple, là, je peux dire, je veux de la première ligne par exemple jusqu'à la troisième, en mettant juste comme ça, donc de 0 par exemple jusqu'à 2 en ligne, et je place une virgule et ensuite je spécifie maintenant aussi la colonne. Là, je peux dire par exemple que je veux de 1 jusqu'à la fin. J'avais mis juste 1, 2 points. Donc, c'est exactement les mêmes opérations qu'on a vues avec le tableau NumPy. Du coup, si j'affiche la valeur de value 2, ça m'affiche ça. Du coup, vous voyez là que je vais de 0 à 2. N'oubliez pas que ça s'arrête à l'indice n-1. C'est pour ça que là, ça me retourne la première valeur qui est 0. Et ensuite, ça me retourne 1. Et ensuite, là, j'ai dit que je veux de la valeur 1 jusqu'à la fin. Et comme ça commence à 0, c'est pour ça que ça n'a pas pris en fait non. Ça a pris à partir de H, donc âge, et ensuite sexe jusqu'à la fin. Vous voyez qu'avec la fonction ilog, vous pouvez vraiment sélectionner en fait une portion de données en fait que vous souhaitez extraire de votre data frame. Il faut savoir que lorsque vous manipulez des data frames, vous aurez très vite le besoin en fait d'exporter ce data frame là dans un format très spécifique, des CSV, des fichiers Excel et même vers des bases de données SQL. Il faut savoir qu'avec Panda, cela est possible avec une seule ligne de code, tout CSV. Ça vous permet en fait d'exporter tous vos données en fichier CSV par exemple, ou bien tout Excel pour exporter en Excel. Il est également possible d'importer ces fichiers là dans un data frame avec juste les fonctions read CSV ou bien read Excel. Vous voyez qu'avec ces simples fonctions-là, que de faire des méthodes qu'on a vues précédemment en ouvrant du fichier et parcourir en fait chaque ligne du fichier afin d'extraire les données, cela se fait avec une seule ligne de code Panda pour pouvoir en fait importer toutes vos données et mettre cela dans un data frame.
Voyons comment mettre cela en place. Comme je vous ai dit, l'une des forces en fait de Panda, c'est pouvoir manipuler des fichiers tabulaires, comme des fichiers Excel ou bien encore des CSV. Le CSV est vraiment le format le plus utilisé lorsqu'on parle en fait de sciences de données ou bien d'analyse de données. Là, je vais vous montrer comment on peut en fait importer un fichier CSV. Du coup, puisque je n'ai pas de fichier CSV à ma disposition, je vais vous montrer en fait une astuce très simple lorsqu'on veut passer d'un data frame à un CSV. Imaginez que là, j'ai mon data frame qui s'appelle df. Et avec une simple commande qui est df.toCSV, avec ça, je peux directement convertir mon data frame en CSV. Supposons, et là, je passe le nom du fichier. Supposons que je vais l'appeler data.csv, simplement. Et là, j'exécute mon code. Vous voyez que là, ça m'a créé en fait le fichier data.csv. Si je l'ouvre, vous allez voir. Dans la colonne, on a le nom, l'âge, le sexe et après j'ai mes données. Du coup, là, c'est lorsque vous allez utiliser en fait Panda, il faut savoir que lorsque vous avez un data frame, vous pouvez facilement sauvegarder ces valeurs-là dans un fichier CSV. Pourquoi CSV? Parce que c'est plus facile de réimporter plus tard. Imaginez là, je vais commenter cette ligne pour que ça n'enregistre pas à chaque fois. Je mets juste ça. Et là, maintenant, je vais importer mon data frame. Là, je vais appeler data frame. J'utilise pour cela la fonction pd.read comme ceci, CSV. Et là, je passe mon data frame. Donc là, j'ai importé mon CSV. Si j'affiche en fait data frame comme ceci, vous voyez que là, en fait, j'ai mon data frame qui a été importé. Vous voyez que là, en fait, il y a un indice supplémentaire. C'est seulement parce que lorsque j'ai enregistré, je n'ai pas précisé que je ne veux pas enregistrer avec les index. Parce que lorsque vous importez un fichier CSV, par défaut, en fait, vous insérez des index pour chaque élément. Du coup, là, je vais supprimer en fait mon fichier data.csv. Et cette fois, en enregistrant, je vais préciser que je ne veux pas d'index en fait. Donc, du coup, je vais mettre index à false. Du coup, non, là, c'est pas quand je lis, mais lorsque j'enregistre. Du coup, là, je vais d'abord commenter ça. Et ma fonction pour enregistrer tout CSV, je précise que je ne veux pas d'index, donc je mets index à false, comme ça. Et si je réexécute le code, ça enregistre bien en fait mon data frame, mais vous voyez que là, il n'y a pas d'index. Il n'y a pas d'index ici. Du coup, si j'importe plus tard, donc là, je vais commenter la fonction pour enregistrer. Je décommente celle-ci. Comme ça. Et si j'exécute, je vais d'abord effacer ça. J'exécute à nouveau. Vous voyez que là, ça m'a importé mon data frame et ça a remis des index en fait. Dans mon data frame, il n'y a pas d'index. Et là, en important, ça m'a remis les index 0, 1, 2 jusqu'à 4. Lorsqu'on travaille avec les données, on a souvent besoin de filtrer, de trier et même de regrouper ces données-là. Il faut savoir que tout cela est possible avec Panda. Donc, Panda vous permet de filtrer les lignes de votre data frame en fonction des conditions logiques. Vous pouvez également trier les données par une ou plusieurs colonnes et faire également un regroupement des données par une colonne clé. Et ce regroupement est vachement utile lorsqu'on souhaite par exemple calculer une valeur statistique dans notre data frame. Voyons comment mettre cela en place. Du coup, imaginez que dans ce data frame là, je vais filtrer en fait par H. Je vais commencer par supprimer ce qui est là parce qu'on ne s'en sert plus. Lock et tout. Du coup, là, j'ai mon data frame. Si j'exécute, j'ai bien ce data frame là. Supposons que je vais filtrer par H. Je vais peut-être afficher. Je vais extraire en fait toutes les lignes qui respectent une certaine condition. La condition ici là, c'est que l'âge doit peut-être être supérieur à, disons, 45. Donc là, je vais mettre là, filtre H. Pour cela, j'accède dans mon data frame df, j'ouvre les crochets et là, j'écris ma condition. Ma condition, c'est quoi? C'est que l'âge doit être supérieur à 45. Donc, je fais juste df
et j'accède à la colonne âge et je mentionne là que ça doit être supérieur à 45 comme ceci. Ici j'exécute. Bon, là je vais d'abord afficher filtre âge. Ici j'exécute là. Vous voyez que là ça m'a affiché en fait deux données, l'index 4 et l'index 2 et l'index 4, Gabin et Justine, parce que l'âge est supérieur à 45, 77 et 55. Pour débuter, pour que ce soit plus clair en fait dans notre tête, ce qu'on peut faire, c'est qu'on écrit une variable qu'on va appeler condition là déjà. Donc au préalable, vous faites d'abord la condition. La condition, c'est que le df de âge doit être supérieur à 45. Là, vous écrivez d'abord la condition et quand vous mettez là votre data frame comme ceci, ce que vous avez à faire là, c'est de passer la condition. Dans la condition, c'est bien ça. On écrit le data frame et ensuite on accède à la colonne sur laquelle en fait on veut faire la condition, on veut faire le filtrage et là on met la condition. Ici par exemple, on peut décider de filtrer sur le sexe. Donc là, je peux mettre là sexe. Et je peux dire le sexe doit être égal à féminin F. Là, j'exécute le code. Vous voyez que là, ça va m'extraire en fait toutes les lignes qui respectent la condition. Donc la colonne sexe, c'est quoi? C'est F. Ce qu'on peut aussi faire, c'est qu'on peut trier en fait en fonction d'une colonne. Imaginez que là, j'ai mon data frame qui s'affiche normalement comme ceci. Et là, je vais trier par l'âge. Peut-être que le triage se fait du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus âgé. Pour cela, j'utilise juste la fonction sort values. Donc là, je vais supprimer ça. Et là, je vais juste faire un df.sort values comme ceci là. Et ici, ça prend un paramètre qui est by. Et là, je vais spécifier en fait la colonne sur laquelle je dois me baser pour faire le filtrage. Là, c'est l'âge. Du coup, si après, j'affiche encore à nouveau le data frame, j'exécute. Vous voyez que là, ça a été filtré. Là, il n'y a pas de changement. Donc là, je vais réaffecter en fait le df. Et là, j'exécute. Vous voyez que là, ça a été filtré en fait du plus petit au plus grand. 12, 40, 45, 55, 77. Là, ça n'a pas bon marché parce que oui, j'ai filtré, mais je n'ai pas changé en fait la valeur de df. Du coup, pour afficher ce df là, il fallait que je réaffecte la valeur filtrée dans la même variable qui est df. Donc, ça va venir écraser en fait l'ancienne valeur par un nouveau data frame qui est cette fois-ci filtré par h. Du coup, là, je mets df et ça m'affiche cela. Bon, notez bien que pour filtrer, en fait, vous pouvez filtrer en fait vos éléments dans le data frame en fonction d'une colonne, en passant juste la fonction sort values et en spécifiant la colonne sur laquelle vous souhaitez effectuer le filtre. Après la fonction sort values, une autre fonction qui est très utile et vachement utilisée, c'est la fonction en fait group by. Supposons ici là qu'on veut en fait agréger les données, par exemple par sexe, et effectuer en fait une moyenne sur les âges en fonction du sexe. Donc là, je vais effacer ceci. Bon, je peux même laisser. Ce que je vais faire là, c'est que je vais grouper les données par sexe. Donc, je vais mettre df comme ceci. Et je vais appliquer la fonction group by. Là, je vais passer en fait la colonne. Là, il s'agit du sexe. Là, je vais faire un groupement par sexe. Si j'affiche un peu le group by là pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Là, je vais mettre df de group by. Là, on voit que c'est juste un objet générique. En fait, parce que lorsque vous faites le group by, ce que vous pouvez faire, c'est que vous appliquez en fait une méthode en fait qui va... C'est un peu comme du SQL. Lorsqu'on fait un groupe by, il faut qu'on fasse en fait une méthode d'agrégation. Ça peut être la moyenne, ça peut être la médiane. Donc supposons que là ici on veut par exemple faire la moyenne en fait sur des âges. Donc là j'applique juste la fonction min. Et même avant d'appliquer la fonction en fait min, il faut que je spécifie la colonne sur laquelle en fait je souhaite faire
appliquer ma fonction d'agrégation. Parce que là, on me fait une moyenne sur les âges. Donc, il faut bien que je spécifie que là, la colonne numérique. Sinon, j'aurai une erreur. Du coup, là, je vais réexécuter mon code. Et vous voyez que là, ça a d'abord agrégé en fait par sexe. Là, vous voyez qu'on a juste deux valeurs, M et F. Et c'est là que ça l'a remis là. Du coup, là, ça fait une moyenne en fait sur des F et une moyenne sur des M. Donc là, ici, on dit que l'âge féminin moyen, c'est 48. Et l'âge masculin moyen, c'est 42. Si là, je ne spécifie pas en fait l'âge, j'ai la colonne numérique, forcément, j'aurai une erreur qui va s'élever là. Parce que ça va essayer de faire en fait peut-être une moyenne sur la colonne, par exemple, nom, qui ne contient pas de valeur numérique. Lorsque vous travaillez sur les données réelles, il faut savoir que vous aurez toujours plusieurs problèmes. L'un des principaux problèmes, c'est les valeurs manquantes. Panda nous offre plusieurs fonctions qui permettent de gérer cela. Il s'agit de la fonction fill qui permet de remplacer en fait dans notre data frame toutes les valeurs manquantes par une valeur bien précise. Ça peut être la médiane ou bien la moyenne de la série. Nous avons également la fonction drop_NA qui va supprimer en fait toutes les lignes lorsqu'il y a une seule valeur manquante dans la colonne. Voyons comment utiliser tout cela. Du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est de remplacer les valeurs manquantes dans notre data frame, par exemple par la moyenne. Donc là, je vais supprimer ça. On va simuler quelques valeurs manquantes. Supposons ici là que le lieu du 77 ci, on va mettre à la place une valeur manquante, un none. Pour cela, je vais importer NumPy. NumPy offre en fait un type qui s'appelle none, comme ici, qui permet de simuler une valeur manquante. Vous voyez que là, quand j'exécute, vous voyez là, c'est un type NaN, not a number. Donc là, ce sont les valeurs manquantes. Supposons qu'on veut remplacer maintenant cette valeur manquante là par la moyenne de la série. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle en fait la fonction fill_NA, comme ceci, NA, comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en premier lieu en fait la valeur avec laquelle on souhaite remplacer les valeurs manquantes. Par exemple, si je mets par exemple 50 là, et je mets inPlace égale true pour que ça me remplace directement le data frame d'origine, sans que je n'ai besoin d'affecter dans une nouvelle variable. Du coup, là, je vais afficher le data frame qui a été modifié normalement. Je vais clé ça. Et si j'exécute mon code là, on voit que la valeur manquante, la ligne qui contient la valeur manquante a été en fait remplacée par 50. Tu vois là, Gabber, qui était d'abord une valeur manquante, ça a été remplacé par 50. Vous voyez maintenant, au lieu de mettre 50, vous pouvez peut-être décider de remplacer par la moyenne. Donc, par exemple, là, vous pouvez juste faire un df. Vous accédez à la colonne âge et vous faites un point min, la moyenne, ou bien par les cas types. Ça, c'est un traitement qu'on fait généralement lorsqu'on analyse nos données. Généralement, lorsque vous analysez les données, vous avez des valeurs manquantes et vous souhaitez généralement traiter ces valeurs manquantes-là, soit en supprimant les lignes, mais soit en remplaçant les valeurs manquantes par peut-être la moyenne ou bien les cas types. Du coup, vous pouvez facilement faire avec cette ligne de code-là. Donc, si j'exécute, vous voyez que là, Gabber a été remplacé par 38, qui est là la moyenne de notre série H. Comme j'ai dit, mis à part en fait remplacé par la moyenne, vous pouvez souvent décider de supprimer carrément en fait la ligne qui contient la valeur manquante. Pour cela, on applique la fonction drop_NA, comme ceci. Du coup, on passe toujours de inPlace égale à true pour que ça modifie directement notre data frame. Si on ne met pas cet argument là, en fait cet argument, il va falloir sauvegarder en fait le retour de cette fonction là dans un autre data frame qui va contenir en fait le data frame sans en fait la valeur en fait supprimée. Du coup, on met inPlace égale à true pour que ça l'impact se fait directement sur le data frame. Si j'exécute là, attendez. Vous voyez que là, la ligne qui contient en fait la valeur manquante, qui est la troisième ligne correspondant à Gabber, elle n'est plus là. Du coup, elle a été supprimée. Là, c'est généralement le cas où quand il y a en fait tellement de valeurs manquantes, le mieux souvent c'est de supprimer en fait la valeur manquante de notre jeu de données pour ne pas en fait introduire certaines erreurs. Avec Panda, il est possible de calculer des statistiques telles que la moyenne, les cas types, le mode,
avoir le maximum, le minimum d'une série. Lorsque vous voulez avoir en fait toutes ces statistiques-là, une seule fois, à une seule ligne de code, vous pouvez utiliser la fonction describe qui va directement vous renvoyer les statistiques de base de votre série. Pour appliquer la fonction describe, on fait juste df.describe comme ceci là. Et là, je vais en fait afficher. J'exécute mon fichier Python. Et là, vous voyez qu'en un seul coup, on a en fait toutes les statistiques de notre variable. Ça veut dire la moyenne, les cas types, le minimum, le premier quartile, la médiane. En fait, describe est vraiment très important lorsque en un seul coup, vous voulez en fait avoir la distribution de votre série statistique en fait. Donc là, si je précise l'âge, je vais exécuter à nouveau comme ceci. Vous voyez, sur l'âge, directement, on peut directement avoir le minimum qui est 12 ans, la moyenne qui est 38, le minimum et le maximum aussi qui est là, qui est 55. Donc là, vous pouvez avoir en fait vite fait les statistiques générales de votre série. Là, on parle de la série H. Donc, Describe, c'est vraiment une fonction qui est très utile. Lorsque vous serez en train de réaliser des projets, vous aurez souvent envie de créer des nouvelles colonnes dans votre data frame, des colonnes qui sont souvent calculées en fonction d'autres colonnes. Panda permet en fait d'appliquer des fonctions à chaque ligne d'un data frame avec la fonction apply. Apply est une fonction qui prend en paramètre une autre fonction. Généralement, on appelle cela des lambda functions qui vont retenir une valeur. Du coup, ces fonctions-là vont généralement prendre en entrée une ligne de notre data frame et va retenir en fait une valeur qui sera calculée et directement remplacée dans notre data frame. Comme je vous ai dit, imaginez que vous avez dans votre série peut-être H, là ce sont des integers. Imaginez qu'à la place des integers, vous voulez plutôt des floats. Là, on va juste appliquer la fonction asType. Donc, je vais aller dans mon data frame comme ceci. Et je vais dire que c'est égal à H. Donc là, je resélectionne l'H. Voici, je fais juste ça. C'est juste ma série H qui est remise dans ma série H. Mais sauf qu'en remettant ma série H, je vais appliquer la fonction asType comme ceci. Et là, je vais dire que je veux un float. Et si je réaffiche le DF, le data frame, là, j'ai oublié un DF comme ceci. Là, je vais réafficher le data frame. Et vous voyez que là, ce type de données là, c'est maintenant des floats. Avant, c'était des integers, mais là, j'ai changé en fait le type de ma donnée. On va voir ensuite directement un concept qui est très intéressant lorsqu'on manipule les données. C'est comment déjà ajouter une nouvelle colonne dynamiquement, mais qui peut être calculée en fonction d'une autre colonne. Quand je parle de colonne, là, je parle de série. Là, j'ai mon data frame, par exemple H, et je vais rajouter peut-être une nouvelle colonne qui sera peut-être le double de l'âge ici. Donc pour cela, c'est très simple. Pour rajouter une nouvelle colonne, on fait juste le df et on écrit directement le nom de la colonne qu'on veut rajouter. Par exemple, là, ça sera peut-être âge double comme ceci. Et puis que c'est une colonne qui est calculée en fonction de la colonne H. Du coup, j'accède à âge comme ceci. Et j'applique la fonction apply. Apply, en fait, ça permet d'exécuter une fonction qui va être appliquée sur chaque élément en fait de ma colonne. Donc, ça va aller dans la colonne H sur chaque élément et ça va appliquer le contenu de la fonction apply. Apply, si ça, soit j'écris directement ce qu'on appelle une lambda function. Donc, puisqu'on n'a pas vu ça, je vais faire simple. Je vais écrire une fonction juste double, comme ceci, qui prend un nombre et qui me retourne juste le double. Donc, comme ça, fois 2. Dans la fonction double ici, prend juste un nombre en paramètre et ça me retourne le double. Vous pouvez spécifier là que ça prend un nombre ou un float parce que notre âge là contient maintenant un float. On l'a converti juste en haut. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je passe juste là, double comme ceci. Et si je print à nouveau df, j'exécute mon code.
Vous voyez que là, il y a une nouvelle colonne qui s'appelle âge double et qui est le double de la colonne âge. Voilà que 40, là c'est 80, 45, là c'est 90. Donc le apply ici en fait permet d'exécuter une fonction et qui retourne une valeur. Donc du coup, ça va aller dans chaque élément de ma colonne âge et ça va exécuter cette fonction qui est double là. Donc ça va prendre en fait l'élément, par exemple quand ça va arriver sur 40, ça va prendre 40 en paramètre et ça va retourner en fait 40 fois 2, donc 80, et ça va directement mettre cela dans âge double. C'est une fonction vraiment en fait très intéressante apply lorsque vous souhaitez en fait manipuler les données de cette façon. Lorsque vous travaillez avec des données du monde réel, en plus des valeurs manquantes comme on a vu précédemment, votre data frame peut contenir des doublons, ce qui va très certainement fausser toutes vos analyses. Parce que si vous calculez des statistiques comme la médiane, les cas types, alors que votre data frame contient des doublons, ça va fausser les calculs. Panda offre en fait une méthode pour pouvoir en fait traiter très rapidement ces doublons-là. Du coup, pour supprimer les doublons, c'est simple, on va juste appliquer la fonction qu'on appelle drop duplicate, comme ceci, duplicate, comme ceci. Donc là, imaginez que je mets peut-être les doublons là, je vais rajouter Justine. Je vais mettre le même H, 55. Et là, je vais rajouter en fait F. Donc là, c'est carrément un doublon en fait. Et si j'exécute mon code, là, il faut que j'affiche le data frame après l'exécution de duplicate. Là, j'exécute mon code. Vous voyez que voici le premier affichage qui est ici en haut. Et il y a bien deux valeurs de Justine, Justine et Justine. Mon second affichage, c'est ici, après l'exécution de la fonction drop duplicate. Et vous voyez que là, il n'y a que Justine une seule fois. Du coup, Panda détecte que ça a exactement les mêmes valeurs dans chaque colonne et ça supprime en fait l'occurrence. Afin de terminer cette vidéo sur Python, voyons comment vous pouvez fusionner deux data frames. Pour cela, vous utilisez la fonction merge. Le merge fonctionne un peu comme le join du SQL. Il vous permet en fait de recouper deux data frames quand les données sont séparées. Imaginez que vous avez deux sources de données qui contiennent des données différentes, mais qui sont quand même liées par une colonne. Ça peut être le nom ou bien un identifiant. Vous pouvez recouper ces deux data frames là afin d'obtenir un seul data frame qui contient toutes les données. Afin de tester la fusion de deux data frames, là je vais d'abord supprimer le code qui est là. On va rajouter un deuxième data frame qui va contenir en fait les mêmes informations-ci, mais avec une colonne en plus qui sera peut-être les salaires. Là, je vais mettre salaire et là, je vais mettre des valeurs qui sont plus grandes. Je vais remplacer le np.nan par une valeur. Du coup, là, je vais appeler ça data 2. On va construire un deuxième data frame qui va s'appeler df2 qui sera toujours égal à pd.dataframe et là on va plutôt passer dataframe 2. Et si je vous affiche en fait le df2, ça ressemble à ça. Là on a en fait des données sur le salaire d'un côté et les données sur l'âge. Là je vais remettre des mêmes personnes. Du coup, on veut que tout ça soit dans un même data frame. Du coup, je vais créer une variable que je vais appeler df merge comme ceci. Et pour merger deux data frames, on applique juste la fonction en fait merge comme ceci. Et on passe les paramètres. Le premier paramètre, bon, les deux premiers, c'est les data frames qu'on souhaite fusionner, donc df et df2. Ensuite, on précise en fait la colonne sur laquelle on doit se baser pour faire la fusion. Donc du coup là c'est le nom, parce qu'à chaque fois le nom est identique. Et là en fait on précise raw le type de fusion qu'on doit effectuer. Est-ce que c'est gauche, est-ce que c'est droite? Pour ceux qui connaissent un peu du SQL, c'est un peu comme du left join, du right join ou bien du linear join par exemple.
Là, peut-être on peut dire left. Et si j'affiche le df merge, vous voyez que là, ça a tout fusionné en fait. Là, ça a mis l'âge, ça a mis le sexe et ça a rajouté en fait le salaire. Donc, tout ceci est contenu maintenant dans un même data frame. Il y a le sexe 2 fois. Donc, ce que je pouvais peut-être faire là, c'est de peut-être soit dans le df2, de prendre de toutes les valeurs sauf le sexe, avec la méthode log comme on a d'abord vu, ou tout simplement, je pourrais juste retirer ça, parce que le sexe est déjà compris en fait dans l'autre data frame. Ici, j'exécute. Vous voyez que là, j'ai bien le nom, l'âge, le sexe et la nouvelle donnée, le salaire. Donc, tout ça est contenu dans un même data frame. Et vous voyez bien que ça correspond exactement au même utilisateur. Par exemple, Jordan, 40 ans et le salaire, c'est 40 000. Et vous voyez que ça correspond exactement à la première ligne ici. Pour ce qui est des paramètres de la fonction merge, je vous invite à lire absolument la documentation pour voir comment le how aussi fonctionne. Le left join, c'est genre, vous voulez fusionner deux data frames. Si peut-être le premier data frame contient des valeurs manquantes et le deuxième ne contient pas de valeurs manquantes, il faut prioriser en fait le premier. Donc ça veut dire que toutes les lignes, quand il n'y aura pas de correspondance, la ligne sera supprimée. Donc dès qu'il y a une valeur manquante dans le premier data frame, la ligne est supprimée lors du merge. C'est ça qui est le left. Et le right, c'est pareil. S'il y a une valeur manquante dans le deuxième data frame, donc celui-ci, côté gauche, la ligne sera supprimée lors du merge. Et si je mets par exemple là un inner, dès qu'il y a une valeur en fait manquante de l'un ou de l'autre côté, la ligne est supprimée. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Je vous invite à lire la documentation pour comprendre cela en fait plus en profondeur. Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo qui vous a appris les bases de Panda. Maintenant, vous connaissez en fait 30% de ce qu'il vous faut pour réaliser 70% de tous les projets qui nécessitent la manipulation des données avec des data frames. Je vous conseille de lire la documentation afin de mieux asseoir toutes les connaissances que vous avez apprises durant cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il faut écrire en commentaire, je viendrai forcément répondre à vos préoccupations. Pour finir, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas déjà de vous abonner, n'oubliez pas de partager, de lâcher un pouce bleu, montrer à quel point vous avez aimé et que vous avez appris des nouvelles choses. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer des prochaines vidéos comme celle-ci. À très bientôt sur Mastering AI.